Bien, reprenons, si vous le voulez bien, nos séances de cours relatives à la méthode de Kern et intéressons-nous à présent, une fois que les 9 étapes ont été présentées, à la 10e étape. J'entends par là le volet hydrodynamique à travers le calcul des paires de charges. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire lors de cette séance. Nous allons nous intéresser aux paires de charges que subira le fluide à la traversée du circuit tube et calandre. Alors commençons par faire un petit rappel, un rappel sur ce qu'est la paire de charges. Donc la paire de charges, en fait, ça traduit une dégradation de l'énergie mécanique par les forces de frottement. Cette dégradation de l'énergie mécanique correspond en fait, puisque l'énergie mécanique est traduite dans un fluide par la pression totale, qui est la somme de la pression statique plus la pression de l'énergie potentielle dans le champ de gravité plus la pression dynamique en demi de rho fois la vitesse au carré. Donc, je disais donc que cette paire de charges correspondra donc à une chute, à une diminution de la pression totale moyenne du fluide au fur et à mesure de son écoulement entre deux sections droites, A1 et A2 par exemple. Elle est définie comme ceci, j'avais commencé par la présenter quand j'ai parlé de la dualité paire de charges transfert thermique. Elle est présentée sous cette forme-là. La chute, la différence de pression, la perte de charge par frottement, petit f c'est pour le frottement, c'est un coefficient K, coefficient, multiplié par la pression dynamique, un demi de rho fois la vitesse au carré. On peut ainsi définir la perte de charge adimensionnelle sous sa forme adimensionnelle, K, qui serait égal à la perte de charge rapportée à la pression dynamique, un demi de rho, la vitesse au carré. Eh bien, en fait, il existe deux classes de paires de charges. Une paire de charges qui sera dite singulière. À chaque fois que vous avez un accident de parcours, il va y avoir une paire de charges singulière. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qu'une singularité? Qu'est-ce qu'un accident de parcours? À chaque fois que vous verrez un changement de section droite, c'est-à-dire soit un élargissement, soit un rétrécissement brusque, à chaque fois que vous aurez un changement de direction, par exemple un coude à 90 degrés, ou alors un coude à 180 degrés, et à chaque fois que le fluide rencontrera un obstacle qui serait placé en travers de son écoulement, par exemple une vanne, un filtre, il y aura obligatoirement une paire de charges singulière qui caractérisera cette portion de votre conduite. Elle se traduira par un décollement des lignes de courant de la paroi. Et on va voir naître des zones de recirculation. Ça, c'est les premières paires de charges. Le premier type de paires de charges, on les appelle les paires de charges singulières ou accidentelles. Donc, comme je l'ai dit, dès que vous avez un changement de section droite, dès que vous avez un changement de direction, ou alors un obstacle placé en travers de l'écoulement d'un fluide, vous devez savoir qu'il va y avoir une paire de charges singulière qui apparaîtra dans cette portion de la conduite particulière. En plus des paires de charges singulières, il existe un deuxième type de paires de charges. On les appellera les paires de charges linéaires ou régulières. Ça correspondra toujours à une diminution de la pression totale moyenne d'un fluide. Dans les conduites rectilignes, même dans les conduites rectilignes, de section droite constante. Par exemple, quand on abordera dans la prochaine playlist que je compte bientôt commencer, et elle est relative au fluide réel, on en parlera et on verra avec plus de détails ce qu'on appellera les écoulements établis. Donc, dans ce cas, le coefficient de perte de charge, il est proportionnel, puisque c'est dans les conduites rectilignes, à la longueur de la paroi, L, à la longueur L de la paroi. Si bien que K, le coefficient de perte de charge, K, il serait égal à un coefficient de perte de charge linéaire, lambda majuscule, multiplié par L, puisque c'est proportionnel à L, rapporté au diamètre pour avoir une quantité adimensionnelle, le diamètre intérieur de la conduite. Voilà, donc résumons.
Nous avons dit que les paires de charges apparaissaient étant donné que le fluide voyait son énergie mécanique dégradée par les forces de frottement. Nous pouvons écrire le fait que les paires de charges sont un coefficient multiplié par la pression dynamique. Les paires de charges sont exprimées bien sûr en Pascal dans le système SI. Il y a deux classes de paires de charges. Il y a les paires de charges qui apparaissent à chaque fois que vous avez un accident de parcours, élargissement brusque, rétrécissement brusque, coude, vanne, filtre, T, etc. Il y a également le deuxième type de paire de charges qu'on appellera les paires de charges linéaires. Ça correspond toujours à une diminution de la pression totale moyenne entre deux sections droites d'une conduite rectiligne. Dans ce cas, le coefficient de paire de charge K, il est proportionnel à la longueur de la conduite par le biais d'un coefficient qu'on appellera lambda, le coefficient de paire de charge linéaire. Parfois, on l'appellera également le coefficient de Darcy dans certains ouvrages. Et on en a rapporté L au diamètre intérieur de la conduite. Alors, il y avait une remarque qui est là, que j'ai reprise en abrégé. Donc, pour pouvoir avoir la relation de K, en régime laminaire, ça sera compliqué puisque K dépendra du type de fluide et du débit, c'est-à-dire du débit volumique ou massique qui circule à l'intérieur de la conduite. En revanche, en écoulement turbulent, on s'est aperçu qu'il n'était pas nécessaire de résoudre les équations de la mécanique du fluide, très compliquées. Et pourquoi? Parce que K était sensiblement constant, il ne dépendait ni des propriétés physiques du fluide, ni de ρ, ni de mu, ni même de la vitesse débitante, c'est-à-dire du débit. Donc gardons ça en tête. K est constant, ne dépend pas des propriétés physiques du fluide, la masse volumique et la viscosité dynamique dans notre cas, et il ne dépend pas également du débit. Bien, ceci veut dire que, par exemple, pour les paires de charges singulières, à chaque fois que vous avez une singularité, si l'écoulement est turbulent, cette valeur ne changera pas. Elle ne dépendra pas du fluide en écoulement, ni du débit qui circule au sein de cette singularité, pourvu que vous soyez en écoulement turbulent. Bien, continuons. Donc ça, c'est ce que je disais. Le coefficient K de paire de charge est proportionnel à L, la longueur de la conduite, par le biais du coefficient de paire de charge linéaire. Et donc maintenant, on va aller un peu plus loin pour pouvoir établir, en ce qui nous concerne, rappelons que nous nous intéressons au côté tube et au côté calandre, donc commençons à établir les équations qui vont régir tout ceci. Auparavant, j'ai oublié de vous le dire, parfois vous trouverez dans certains ouvrages, non pas le coefficient de Darcy, que je viens de présenter, lambda, mais vous trouvez un coefficient F qu'on appelle le coefficient de Fanning. En fait, il y a juste une relation entre le coefficient de Fanning et le coefficient de paire de charge linéaire lambda. Lambda, c'est 4 fois F. J'ai déjà parlé de ça lors d'une précédente séance quand j'avais présenté devant vous les corrélations du nombre de Nusselt. Donc, c'est rien, c'est un autre coefficient qu'on appelle le coefficient de frottement de Fanning ou bien le coefficient de friction de Fanning, tel que lambda, coefficient de paire de charge lambda, linéaire, c'est égal à 4 fois F, 4 fois le coefficient de Fanning, de friction de Fanning. Voilà, c'est juste une remarque que je voulais juste préciser parce que vous pouvez trouver des valeurs différentes. Je signerai ça en temps voulu. Bien, donc nous avons dit que les paires de charges singulières, les voici leur expression, et les paires de charges linéaires, les voilà. Donc nous allons calculer la paire de charges totale, côté tube et côté calandre, donc ça serait la somme des paires de charges singulières plus les paires de charges linéaires, comme ceci. Et maintenant, n'y a-t-il pas une relation avec le facteur de Colburn? Rappelez-vous, nous avons parlé du facteur de Colburn pour le volet thermique. Nous avons appelé ça, rappelez-vous, J1 et J1', selon que nous nous basions sur la définition du synotobe du péri, ou alors si nous nous basions sur la définition du Kern, ou alors du Whittier. Eh bien, on va essayer de voir quelle est la relation entre lambda et J. Et est-ce que le fait que nous définissions J avec la définition du synote ou alors celle du Whittier ou du Kern, est-ce que ça va avoir un impact quelconque sur les résultats finaux, comme on l'a vu pour Nusselt? Eh bien, si vous allez voir que ça n'aura aucun impact, je vais expliquer rapidement pourquoi. Donc voilà, en fait,
l'analogie des chiffres de Colbert, et on s'aperçoit que, quelle que soit la façon dont nous avons de définir J, soit une définition comme ceci, eh bien, lambda sur 8 serait égal au facteur de Colbert, directement, soit par les définitions, comme je l'ai dit, du C-note, c'est-à-dire du Coulson et Richardson, le volume 6, ou alors par le biais de la définition donnée par le Kern. Rappelez-vous qu'il y avait juste un nombre de Reynolds entre les deux, hein, juste Reynolds. Alors, remplaçons. Donc nous voyons bien que lambda, c'est 8 fois J. Lambda, c'est 8 fois J. Par conséquent, les paires de charges totales, je peux les écrire avec le coefficient de frottement linéaire, ou alors je pourrais les écrire avec le facteur de Colburn, comme ceci, mais en remplaçant lambda par 8J. 8J, comme ceci. Bien, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai préféré aller à introduire le facteur de Colburn. Alors continuons. Donc voilà, résumons. Nous avons trouvé l'expression des paires de charges totales. Maintenant, nous allons aller dans le détail. Commencer par les paires de charges linéaires et voir quelles seraient leurs expressions côté tube et côté calandre. Ensuite, on passera aux paires de charges singulières. Alors, on commence. Donc, je vais m'intéresser maintenant de plus près aux paires de charges linéaires. Alors, je vais faire un petit historique pour ce qui est des paires de charges linéaires. C'est une équation qui a été menée par Nikoradze en 1932, dans laquelle il a publié ses travaux au cours desquels il avait effectué ou bien étudié l'influence de la rugosité relative des parois sur le profil de vitesse. Dans des conduites au sein desquelles il y avait un écoulement qui s'est réalisé. Ces conduites étaient de forme cylindrique et de section droite constante, circulaire. Il a réalisé les différentes rugosités artificiellement, c'est-à-dire la rugosité de la paroi a été réalisée artificiellement en revêtant, et ceci en revêtant la surface intérieure de la paroi de ces conduites par des grains dont la granulométrie a été contrôlée par tamisage. Donc il a en fait revêtu l'intérieur des parois par des grains de sable qu'il a au préalable tamisés pour avoir un certain calibre, puis il les a collés sur la paroi intérieure pour avoir une aspérité, on va voir ça, une aspérité de 1 mm lorsque vous allez avoir par exemple des particules de sable de 1 mm de diamètre, ou alors de 2 mm lorsqu'il a voulu avoir une rugosité absolue de 2 mm, etc. Alors on va commencer, donc rappelons lambda, le coefficient de frottement, le coefficient de paire de charges linéaire, c'est 8J. Voici la courbe que présente Nikoradze en 1932, la voici. Donc vous voyez que c'est le coefficient de paire de charges linéaire, lambda minuscule dans ce cas, logarithme de 100 lambda, en fonction de logarithme décimal, je dis décimal, hein, logarithme décimal, du nombre de Reynolds paramétré par la rugosité relative de la paroi. Ici, vous avez la rugosité relative. Donc, essayons d'expliquer un peu plus ça. Donc, je vais maintenant expliquer ça. Donc, il a tracé le logarithme de lambda, coefficient de paire de charge linéaire, en fonction du logarithme du nombre de Reynolds. Nous rappelons qu'il y avait deux régimes, le régime laminaire et le régime turbulent. Entre les deux, il y avait un régime de transition qui relie les deux, très mal connu. Donc voilà, pour le laminaire, nous avons dit que nous avons opté pour 2300, je ne reviens pas sur ça. Eh bien, il a observé qu'en régime laminaire, le coefficient de frottement lambda, c'était égal, il était d'abord inversement proportionnel au nombre de Reynolds, c'était 64 sur le nombre de Reynolds. 64 sur le nombre de Reynolds. Pourquoi je vous avais parlé tout à l'heure du nombre de Fanning, du coefficient de friction de Fanning? Parce que si on utilisait Fanning, on aurait trouvé 16 sur Reynolds, 16. Alors, continuons. Ensuite, en écoulement turbulent, dans l'écoulement turbulent, il y avait deux régimes. Un régime turbulent lisse et un régime turbulent rugueux. Pour le régime turbulent lisse, nous avons la relation de Blasius qui est là, lambda égale à 0,316 sur 1 sur la puissance 1 quart.
Dans ce cas, la conduite est lisse, ce sont des conduites neuves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépôt dessus, dépôt de calcaire par exemple, qui s'est déposé, donc les conduites sont parfaitement lisses. Et ensuite, il a, pour le régime turbulent rugueux, donc contrairement à une surface lisse, une surface rugueuse implique un état de surface dont les irrégularités auront une action directe sur les forces de frottement. Donc on va voir ça. Donc vous avez ici une conduite dans laquelle j'ai représenté un peu la rugosité absolue. Donc vous voyez ces irrégularités, c'est ce qu'on appellera la rugosité absolue, notée petit k. Donc ces irrégularités, elles ont un impact direct sur les forces de frottement. Voilà. Donc en fait, quand nous voyons de plus près, donc microscopiquement, hein, bien sûr, hein, c'est la microgéométrie, nous voyons ces protubérances élémentaires que nous allons appeler des aspérités. Elles sont caractérisées par une hauteur moyenne que nous avons notée, petit k. Petit k est la hauteur moyenne des aspérités qui correspond à une rugosité absolue, ça veut dire qu'elle a une unité, c'est en millimètres, millimètres ou bien dans le système SI en mètres. Et nous définissons également une rugosité relative, epsilon, comme étant la rugosité absolue, c'est-à-dire la hauteur moyenne des aspérités, des protubérances, rapportée au diamètre de la conduite, diamètre évidemment intérieur de la conduite. C'est ce qu'on appellera la rugosité relative. Donc nous avons, Nico Radé en 32, donc, a tracé le logarithme décimal de lambda en fonction du logarithme décimal du nombre de Reynolds, paramétré par epsilon, c'est-à-dire la rugosité relative. Je continue. Donc il a trouvé en fait pour le régime, comment est-ce qu'on va dire, très turbulent, pour les grandes valeurs du nombre de Reynolds, eh bien que le coefficient de perte de charge lambda était indépendant du nombre de Reynolds. Quel que soit le nombre de Reynolds, nous avions la même valeur. Il suffisait juste de connaître l'état intérieur de la conduite, connaître le epsilon. Si nous connaissons epsilon, eh bien nous traçons un trait pour avoir le coefficient de frottement, de perte de charge linéaire lambda. Bien, donc cette relation que je viens de présenter, vous voyez apparaître K sur D, qui est epsilon, et donc si je mettais ici un signe moins, j'aurais cette relation que j'écrirais plus simplement comme ceci. Je répète, K sur D, donc j'aurai 2 sur epsilon, si je mets un signe moins, ça me fait ici, je fais monter au numérateur, ça me donne ceci. Il y a cette relation que je viens de présenter en bleu, c'est l'équation de Karman-Prandtl. Karman-Prandtl, où vous voyez que lambda est indépendant du nombre de Reynolds. Il ne dépend que de l'état intérieur de la surface. Que de l'état intérieur de la surface. Bien, donc nous sommes en régime turbulent, rugueux. Ce n'est pas le calice, ce n'est pas la relation de Blasius. Nous avons donc ça. Maintenant, regardez bien si vous voulez. Nous avons, à part ces tronçons linéaires, nous avons ici une région dans laquelle le coefficient lambda dépend de la rugosité relative, mais dépend également du nombre de Reynolds. C'est une région de transition. Donc, nous avons, en fait, pour tracer cette courbe, on va dire, nous avons une relation très intéressante qu'on appelle la relation de, la formule de Colebrook. La formule de Colebrook. Donc la formule de Colebrook est issue d'études théoriques dont les coefficients ont l'avantage d'avoir été calés sur les résultats expérimentaux. Simplement, cette formule a l'inconvénient de présenter lambda par une équation implicite. Lambda est là, mais il est là également, et je ne peux pas l'extraire. Ceci voudrait dire qu'il faudra, pour pouvoir avoir lambda, procéder par itération successive. C'est pour ça que vous allez voir, je vais abandonner le diagramme de Nicorazzi pour aller vers un autre diagramme beaucoup plus sympathique qu'on appellera diagramme de Moody, qui lui présentera directement lambda en fonction de Reynolds pour différentes rugosités. Donc je vais arriver dans un instant, mais l'essentiel pour moi, c'est que pour pouvoir tracer l'évolution de lambda dans le régime turbulent, j'ai la relation de Colebrook qui est très intéressante et très précise, simplement, elle n'est pas si simple à manier puisqu'il faut procéder par itération successive pour obtenir lambda.
Elle a été établie donc juste après Nuckerodi, c'est-à-dire 5 ans après. 5 ans après arrive la relation de Colebrook. Il y a une deuxième relation qui a été trouvée beaucoup plus tard, entre 1983, c'est à Haaland. Et là, vous voyez l'expression de lambda en fonction de Reynolds et de la rugosité relative. Et c'est une forme explicite puisqu'il n'y a pas ici le lambda. Voilà, ça c'était pour pouvoir tracer comment représenter, on va dire analytiquement, l'évolution du coefficient de perte de charge en fonction du nombre de Reynolds pour plusieurs rugosités relatives. Donc nous avons ici, j'ai délimité la région de transition où lambda dépend dépend aussi bien de epsilon que de Reynolds, et la région ici où vous avez lambda qui ne dépend que de l'état intérieur de la conduite. Bien, une fois que tout ceci a été dit, continuons. On doit maintenant s'intéresser, intéressons-nous aux paires de charges côté tube. Et donc on va voir donc les paires de charges singulières et les paires de charges linéaires. Donc commençons. Donc si je suis à l'intérieur du tube, la vitesse à l'intérieur du tube c'est V1, V1. Donc la pression dynamique 1,5 de ρ V1 carré. V1 c'est la vitesse dans le tube, à l'intérieur du tube. Et évidemment, pour le diamètre, on va prendre le diamètre intérieur, je vais le faire dans un instant. Donc je reprends la paire de charges totale, qui est la somme des paires de charges singulières et linéaires. Et je vais m'intéresser maintenant un tout petit peu aux paires de charges linéaires. Nous avons dit que lambda pouvait être obtenu soit en régime laminaire par la relation dite de Poiseuil, 64 sur Reynolds, 64 sur Reynolds, ou alors si je suis en régime turbulent, deux cas se présentaient à moi, soit la conduite est lisse, donc on utilisera la relation de Blasius, soit la conduite est rugueuse, et alors dans ce cas, on utilisera par exemple la relation de Karman-Prandtl. Donc voici le diagramme de Moody, où vous voyez, qui a été établi en 1944, donc gardez toutes ces dates en tête, Nicorazzi 33, Colebrook 38 et Moody en 1944. Donc il a publié un diagramme qui a été tracé à partir de l'équation de Colebrook, qu'on appelle le diagramme de Moody, parfois Moody-Nicorazzi. Et dans ce cas, vous avez l'avantage d'exprimer directement lambda, et non pas log de lambda, lambda en fonction de Reynolds pour différentes rugosités relatives qui sont présentées ici. Donc, voici comment est-ce qu'on détermine pour le cas des paires de charges linéaires. Laissons les paires de charges singulières pour la prochaine diapositive. Pour l'instant, intéressons-nous aux paires de charges linéaires. Nous avons dit que nous pouvions procéder soit analytiquement par le biais des relations, c'est-à-dire soit la relation de Poiseuil, 64 sur Reynolds, lambda égale 64 sur Reynolds, ou alors si je suis en régime turbulent lisse, c'est 0,316 Reynolds à la puissance 1 quart, 0,316 Reynolds à la puissance 1 quart, la voici. Notons que nous avons aussi déterminé, quand j'avais présenté les relations empiriques, deux relations de lambda. La relation de Petukov, on avait appelé la première équation de Petukov, la voici, et aussi la deuxième équation, en fait, en 54, rappelez-vous, la relation de Filonenko, qui était, elle, et je vous rappelais, j'avais mis ça en rouge pour vous dire que parfois je trouvais une autre valeur dans la littérature. Sinon, nous utilisons, comme nous avons dit ici, si le régime est turbulent rugueux, la relation de Karman-Prandtl. Karman-Prandtl. Bien. Continuons. Ou alors, carrément, on utilise le diagramme de Moody. Et c'est plus simple. Nous avons la valeur du nombre de Reynolds, connaissant l'état de la conduite, nous lisons lambda. Donc soit ça se fait par les relations mathématiques que je viens de présenter ici, ou alors par le biais du diagramme, connaissant le nombre de Reynolds, connaissant la géométrie intérieure, la géométrie de votre conduite, c'est-à-dire la longueur, son diamètre et sa rugosité absolue, nous pouvons connaître lambda sous réserve que le nombre de Reynolds soit connu, c'est-à-dire le débit qui circule à l'intérieur de la conduite, il soit connu. Bien, donc voilà. Maintenant, comment calculer cette longueur? Nous avons
Nous avons dit, nous sommes dans le cas de l'échangeur à tube, tube au pluriel, et calandre. Il y a plusieurs tubes. Et si j'ai plusieurs passes, comment je vais faire? Donc nous allons observer ça. L'essentiel pour moi d'abord, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le diamètre sera le diamètre intérieur. Nous l'avons noté dans les précédentes diapositives D1, comme ceci. Et donc, comment je vais faire maintenant pour pouvoir déterminer cette longueur de tube? Donc rappelons au préalable une petite remarque qui s'impose. Quand je vais calculer la longueur du tube, je vais aussi prendre en considération la partie qui est recouverte par la plaque tubulaire. Rappelez-vous, j'avais défini une longueur effective et une longueur réelle. Et bien dans ce cas, je vais travailler avec la longueur réelle puisque quand je suis en train de circuler à l'intérieur de la conduite, cette partie-là est aussi, elle va impacter mon flux puisqu'elle va, à cause des frottements, dégrader l'énergie mécanique. Donc elle va être aussi prise en compte. Donc je ne travaillerai pas avec L effectif, mais plutôt la longueur totale. Bien. Et maintenant, la deuxième question qui se pose, si j'ai deux passes, par exemple j'ai choisi le nombre de passes côté tube égal à 2, comme ceci, à quoi va être égale la longueur de L? Ce ne sera pas la longueur d'un seul tube, ce sera, puisqu'il y a un premier passage, puis un second passage, le nombre de passes, qui est aujourd'hui égal à 2, fois la longueur d'un seul tube. Le nombre de passes côté tube fois la longueur d'un tube. Donc je vais remplacer ici L par, dans le cas général, 1T, le nombre de passes côté tube, multiplié par la longueur d'un tube, comme ceci. Voilà. Donc voici mon expression des paires de charges linéaires, la partie linéaire, ça c'est total, mais je suis en train de raisonner, de m'occuper uniquement des paires de charges linéaires, côté tube, et je continue. Alors, oui, dans ce calcul de paire de charges que je vous viens de vous présenter, j'ai supposé que mon fluide était isotherme. En d'autres termes, il ne subissait ni chauffage ni refroidissement. Cependant, dans notre cas, nous avons dit que nous sommes en transfert thermique, donc il va y avoir chauffage et refroidissement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'a proposé Seider et Tate, c'est de multiplier cette relation par un facteur de correction, en supposant que seule la viscosité dynamique du fluide varie en fonction de la température, et donc je vais multiplier les paires de charges par ce coefficient que vous avez déjà vu à l'occasion des corrélations de Nusselt. Donc c'est quoi? Pourquoi ça apparaît comme ça? Je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça. En bref, désolé parce que j'ai dû faire... je ne sais pas si je vais pouvoir le faire rapidement. Je disais donc, j'espère que ça va marcher, je ne sais pas. Voilà. Donc multiplié par la viscosité dynamique du fluide divisé par la viscosité dynamique du fluide à la température de la paroi. Donc la température de la paroi, donc la viscosité est estimée à la température de la paroi, W pour Y. Multiplié à la puissance moins 1, alors on vous dit, moins 1, ce sont deux valeurs, celle qu'on a déjà vue en écoulement turbulent 0,14 et en écoulement laminaire 0,25. Donc voilà un peu la relation qui va me servir pour déterminer les paires de charges linéaires. Et on va continuer, nous n'avons pas encore fini la paire de charges linéaires. Donc nous avons arrangé cette relation d'un point de vue paire de charges linéaires. Nous avons corrigé la longueur, nous avons dit que c'était le nombre de passes côté tube multiplié par la longueur d'un tube. Nous avons aussi dit qu'il ne fallait pas travailler avec la longueur effective, mais plutôt avec la longueur réelle, L, puisque même les parties recouvertes par les plaques tubulaires perforées sont sujettes aux paires de charges linéaires. Nous avons aussi, puisqu'il y a transfert thermique, corrigé l'équation des paires de charges par ce facteur. Parfois, vous trouvez aussi, on l'appelle le nombre de Seider et Tate. J'ai cru l'avoir vu une fois. Et maintenant, c'est quoi J? Nous avons dit que c'était le facteur de Colburn. Allons voir un peu plus près ce facteur de Colburn. Alors, continuons.
Donc J, ce facteur de Colburn, a été tracé par aussi bien Kern que le C-note en fonction du nombre de Reynolds pour plusieurs rugosités relatives. Malheureusement, le diagramme de Kern est dimensionnel. F, le coefficient de frottement, il est dimensionnel. C'est des feet sur des square inch, je pense. Square feet sur square inch. Donc, il ne se prête pas tellement bien à notre cas où nous travaillons, nous, en ASCII, dans le système international, mais présentons-le quand même. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Seider et Ted qui ont corrélé le coefficient de frottement, pour le cas du cœur de Fanning, pour des fluides subissant un chauffage ou un refroidissement à l'intérieur des tubes. Donc ils ont tracé cette relation et ils ne donnent pas de détails par rapport à l'écart de cette courbe par rapport aux résultats expérimentaux. Simplement, Thema a accepté cette courbe puisqu'elle met cette courbe dans son ouvrage. Alors il y a aussi une chose qu'il faudrait voir ici. Je vais en reparler quand je présenterai la courbe plus belle chez le Whittier. Donc chez le Whittier, vous voyez bien apparaître ici deux types. Alors d'abord, je vais dire que vous voyez, nous devons lire ici, pas ici. Ici, ça c'est le transfert thermique. Ici, c'est le coefficient de frottement. Donc voilà ce qu'il a tracé. Le coefficient de frottement, F, qui est égal à lambda sur 2, en fonction de Reynolds. Et vous avez deux types de tubes. Des tubes IPS, pour dire que ce sont des tubes rugueux, et des tubes d'échangeurs, pour dire simplement que ce sont des tubes lisses. Ce sont des tubes lisses d'échangeurs. Des tubes lisses d'échangeurs. Et la troisième, qu'elle mérite d'être comme nous le souhaitons, c'est-à-dire J. Alors, ils ont travaillé avec le coefficient de perte de charge linéaire, lambda, en fonction de Reynolds, où vous avez cette courbe que vous voyez qui est présentée sous forme de deux tronçons, le régime laminaire et le régime de transition turbulent. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc ça, c'était pour le côté perte de charge linéaire. Maintenant, nous allons essayer d'aller voir maintenant et énumérer les différentes singularités qui apparaissent à l'intérieur du tube lors de sa traversée d'une première passe et de la seconde passe. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans la prochaine diapositive. Donc intéressons-nous à présent aux pertes de charge singulières. Reprenons, nous nous plaçons toujours dans le cas où j'ai deux passes côté tube. Je rappelle que nous sommes ici dans la boîte avant, la boîte arrière et le faisceau de tube. Donc qu'observons-nous? Nous observons ceci dans la première passe. Alors écoutez bien, une fois que je suis dans la boîte, donc je suis déjà ici, que va subir mon fluide? Quand je vois ici, vous rentrez de la boîte dans un tube. Donc la vanne fluide doit se contracter. Donc il va y avoir un rétrécissement brusque. Puis vous allez avoir la section droite qui ne change pas, aucune singularité. Puis vous allez avoir la vanne fluide qui va se dilater pour arriver au niveau de la boîte arrière. Donc vous aurez un élargissement brusque. Puis un renversement de l'écoulement, ce qui correspond à peu près à un coude à 180 degrés. Et la même chose dans la deuxième passe. Donc regardez bien, une fois que nous sommes dans la boîte avant, donc une fois que je suis là, le fluide va subir quoi? Trois paires de charges. Voici la première. Donc je suis ici en vert, j'observe que mon fluide va subir un rétrécissement brusque, comme ceci. Donc il y a contraction de la veine fluide, il va y avoir des zones de recirculation ici, puisque le fluide n'arrive pas à garder le contact avec la paroi. Donc la ligne de courant va se décoller,
mais il va y avoir aussi ici une contraction de la veine fluide, si bien qu'il va y avoir un plan de contraction maximale agi à ce niveau-là. Et donc le fluide va perdre de l'énergie à cause de ce décollement, et surtout, en particulier, à cause de la contraction de la veine fluide. Bien, donc nous avons d'abord un rétrécissement brusque, qui est donc un changement dans notre cas de section droite, c'est donc une perte de charge singulière. Rappelons, nous avons dit qu'une perte de charge singulière se reconnaissait soit par un changement de section droite, ce qu'on est en train de dire là maintenant, soit par un changement de direction, on le verra un peu plus tard, soit par l'apparition d'un obstacle en travers de l'écoulement, chose qu'on ne verra pas aujourd'hui, qu'on ne verra pas dans ce cas. Donc ensuite, nous sommes à l'intérieur de la conduite, la section droite n'a pas varié, donc il n'y a pas de singularité. Arrive la seconde singularité, elle est là, en gris. Que se passe-t-il? Eh bien, le veine fluide arrive dans la boîte et par conséquent, les lignes de courant vont se dilater pour occuper la boîte arrière. Donc voilà ce qui se passe. Pour schématiser un peu ce qui se passe, vous avez ici la boîte arrière, le tube. Cette fois-ci, lors de la dilatation des lignes de courant, il va y avoir un décollement de celle-ci, de la paroi, et donc naissance de deux zones mortes, comme j'avais dit quand j'ai présenté les cours de mécanique de fluide, de deux zones mortes initialement, du fluide au repos, qui commencent à se mouvoir progressivement et tourner comme ceci. Il puise son énergie du fluide principal et donc il lui diminue son énergie mécanique. Bien, voilà donc pour ce qui était du deuxième accident que rencontrait mon fluide lors de sa sortie du tube pour arriver au niveau de la boîte arrière. Que se passe-t-il maintenant dans la boîte arrière? Il va y avoir un renversement du fluide, du sens de l'écoulement, à 180 degrés. Un renversement du sens de l'écoulement du fluide, comme ceci, à 180 degrés. Donc il y a un changement de direction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspondrait à un coude à 180 degrés. Puis, nous commençons la seconde passe. Et dans la seconde passe, il va y avoir donc, vous le voyez, un rétrécissement brusque, suivi d'un élargissement brusque. Voilà, pour arriver au niveau de la boîte avant. La boîte avant. Donc voici les singularités que nous avons observées. Allons maintenant donner un peu plus de détails. Alors, nous avons dit qu'en écoulement turbulent, K était sensiblement constant. Eh bien, dans les mêmes taux de perte de charge, vous trouverez ces valeurs. La valeur du rétrécissement brusque, la valeur de l'accélération brusque. Pour l'accélération brusque, on peut démontrer, hein, cette valeur, on peut la démontrer. Vous avez aussi pour les coudes, donc toutes ces valeurs des paires de charge, c'est-à-dire toutes les valeurs de K, sont tabulées. Vous les trouverez dans ce qu'on appellera des memento de paires de charge. Dans les memento de paires de charge. Donc on continue. Par exemple, pour ce que je vais vous présenter dans mon cours, dans la playlist qui va arriver, celle relative au fluide réel, je me suis basé sur la relation qui est donnée par le Bohr, le transport phénoménal, qui est égal, donc un rétrécissement infini. Pourquoi j'ai mis l'infini? Pour vous dire que je passe d'une très grande section droite à une toute petite section droite, si bien que la vitesse dans le tube, elle est très très grande par rapport à la vitesse dans la boîte, si bien qu'on peut négliger la vitesse de la boîte devant celle du tube. C'est pour ça que je rajoute infini. Donc vous trouvez soit 0,45, soit 0,5. Donc Kern a opté, pardon, pas Kern, hein, le C-Note a considéré beaucoup d'ouvrages, non pas 0,45 mais 0,50. Pour élargissement, tout le monde est d'accord parce que c'est une valeur qui est donnée, qu'on peut démontrer. C'est 1 à peu près égal à 1, toujours un élargissement infini. Infini veut dire que vous passez d'une petite section droite à une très grande section droite, si bien que la vitesse dans la boîte arrière est négligeable par rapport à la vitesse dans le tube. Et enfin, pour ce qui est du changement de direction, il est préconisé de considérer une valeur de 1,5. Ça, c'est pour la première passe. Pour la seconde passe, nous avons dit qu'il y avait uniquement un rétrécissement
et un élargissement brusque. Donc 0, 50 et 1. Si nous faisons la somme, c'est-à-dire le décompte, nous allons avoir, par exemple, lors de la première passe, quand je somme, puisque c'est la même vitesse, attention, il faudrait que vous ayez les coefficients se basent sur la même vitesse, hein, c'est-à-dire la vitesse à l'intérieur du tube. Hein. Donc, si je me base sur ça, vous trouverez 3 pour la première passe et 2 pour la seconde, pardon, et 1,5 pour la seconde passe. Si bien que ça me donne au total 4,5. Soit, quand je divise 4,5 par 2, 2,25 par passe. Ça correspondrait à 2,25 par passe. Eh bien, les auteurs ont préféré prendre une valeur plus ou moins arrondie et dire que ça serait égal à peu près à 2,50, 2,5. Donc, pourquoi j'ai mis 2,25? Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. C'est 2,50. Donc, nous avons dit, voilà les différentes de 25 et le Coulson et Richardson a arrondi cette valeur pour dire que c'est à peu près, considérant à peu près 2,50. Donc ça c'était, oui, ça c'était pour lorsque j'avais 2 passes. Mais quand j'ai plusieurs passes, comment fait-on? Ah, c'est simple. Le K total sera égal à K total par passe multiplié par le nombre de passes, côté tube évidemment. Voilà, K total par passe multiplié par le nombre de passes. Puisque ce que je vous ai présenté ici, c'est pour le cas de 2 passes, uniquement 2 passes. Dans le cas où j'ai plusieurs passes, comment fait-on? Bien, le K total, c'est K total par passe multiplié par le nombre de passes. K total par passe multiplié par le nombre de passes. Continuons. Eh bien, dans la littérature, vous trouverez différentes valeurs. Commençons par la première valeur qui est proposée par Kern. Alors, Kern propose bizarrement une valeur de 4, alors qu'il n'a considéré uniquement que le changement de direction. Uniquement. Il n'a pas parlé du rétrécissement brusque ni de l'élargissement brusque. Donc, il a uniquement considéré le changement de direction à 180 degrés et considéré une valeur égale à 4. Alors, Franck, quant à lui, considère que cette valeur qui est égale à 4 est très élevée. Elle est très élevée et il recommande plutôt une valeur égale à 2,50. C'est ce que j'ai considéré dans mon développement. 2,50. Butterworth propose 1,80. Alors il y a d'autres auteurs qui ont proposé autre chose. Par exemple, Lord en 70 considère que la perte de charge pourrait être équivalente à une certaine longueur de tube. Il dit que par exemple, elle serait égale à 300 diamètres de tube pour les tubes rectilignes. Pour le système de tube en U, ça serait équivalent à 200 diamètres de tube. Plus tard, en 1980, Evans ne considère qu'une longueur égale à 67 diamètres de tube par passe. Ça, c'était juste dans la biographie, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai trouvé. Donc, alors, nous avons énuméré les paires de charges. Rappelons-nous d'une chose, c'est une fois que le fluide se trouve au niveau de la boîte avant. Mais je n'ai pas encore parlé de ce qui se passe en amont, c'est-à-dire avant d'arriver dans la boîte, votre fluide va subir quelque chose. Quand j'arrive ici, parce que moi j'ai considéré les paires de charges ici, une fois que je suis là, et je suis là. Donc je n'ai pas considéré ça, ni ça. Bon, c'est très simple à voir. Ici, que se passe-t-il? J'arrive d'une petite section droite, je débouche sur une boîte qui a un diamètre plus grand que celui de la conduite en amont. Par conséquent, ça correspondra à un élargissement brusque, où la section droite dans la boîte serait très très grande par rapport à la section droite du tube qui fait arriver le fluide par la tubulure côté tube. Pareil, lorsque le fluide quitte l'échangeur, la veine fluide va subir un élargissement brusque
si bien qu'on pourrait confondre ça par un élargissement, un rétrécissement infini, puisque vous êtes grande section, et pardon, je me suis trompé, hein, vous venez d'une grande section et vous vous engouffrez dans une conduite qui correspond à la tubulure de sortie côté tube. Donc il faut rajouter en toute rigueur, il faudrait rajouter ces deux paires de charges, l'une à l'entrée et la deuxième à la sortie des tubulures côté tube. Alors continuons. Ça, ce sont les références, les différentes références que j'ai considérées. Donc voilà, nous avons trouvé les paires de charges singulières côté tube, les paires de charges linéaires côté tube. Donc, résumons. Voici ce que nous avons trouvé côté tube. Voici ici les paires de charges singulières, leur expression. Nous nous sommes placés comme l'a fait le Coulson et Richardson, c'est-à-dire le C-note, une valeur du coefficient égale à 2,50. Et donc voici ma relation. Quand je remplace K par passe multiplié par 1T, je mets 1T en facteur, je trouve cette relation. Voici la relation à laquelle je suis arrivé et que je dois manier pour pouvoir trouver mes paires de charges côté tube. Elle englobe les paires de charges singulières et les paires de charges linéaires. Pour ce qui est des paires de charges singulières, on considère une valeur égale à 2,56. J'oublie ce que j'ai fait juste un instant, l'élargissement brusque et le rétrécissement brusque qui apparaissent lors de l'entrée et de la sortie par les tubulures côté tube. Et maintenant, résumons sur la prochaine diapositive, résumons le côté tube pour pouvoir passer au deuxième cas, c'est-à-dire le côté calandre. Donc voici à quoi j'ai abouti. Voici comment nous déterminons les paires de charges singulières. Voici comment nous déterminons les paires de charges linéaires. Et la paire de charges totale, la somme des deux, la voilà. Voilà, ça nous trace. Nous avons présenté en détail, je pense, les paires de charges côté tube dans un échangeur à tube et calandre. Il nous reste à présent